pour la table ronde sur la Réunion, une destination montagne, point d'interrogation, avec Geoffrey Leduc qui arrive, Geoffrey Leduc des Aventuriers de l'Est, Armel Solélac de l'agence Switch, Stéphane André d'ILOP, et on aura Jean-Michel Louis qui nous a préparé une ou deux vidéos qu'on pourra passer pendant cette intervention. Merci à vous en tout cas pour votre patience, parce qu'on a chamboulé un peu le programme. Je vois que Geoffrey, tu n'es pas venu tout seul, hein, tu as été accompagné. Tu fais ventriloque aussi, c'est ça? Ah, super. Donc la question générique, c'est est-ce que la Réunion est une destination montagne? La Réunion, c'est le paradis des randonneurs. C'est une destination qui est souvent associée au trail, à la randonnée. Souvent, on en parle de haut niveau, peut-être moins aux farnientes, peut-être moins à la découverte, au slow tourisme, quoique, peut-être moins aux activités culturelles et artistiques pourtant présentes. Et donc, on va essayer de répondre à cette question générale. Quelles actions pour renforcer l'attractivité vers des activités de montagne avec nos intervenants de cette séance? Pour introduire cette séance, je vais demander donc à Armel Solélac de nous présenter les profils des voyageurs d'aujourd'hui, mais côté clientèle francophone. Armel. Oui, bonjour, je suis contente d'être là à nouveau. Alors, ça n'a pas été une tâche facile pour moi de travailler sur ce sujet-là, pour la très simple raison qu'il y a encore quelques semaines de ça, l'Organisation mondiale du tourisme a publié une étude qui est un rapport sur l'état du tourisme sur les territoires de montagne. Et l'une des grosses conclusions du rapport, c'est on sait qu'il y a plein de fréquentation, mais on est incapable de la chiffrer. Donc, c'est quand même l'Organisation mondiale du tourisme, donc moi, ça me laisse sans voix. Et donc, du coup, j'ai fait une compilation de 37 études sur une période qui va de 2015 à 2019 pour pouvoir essayer de trouver des résultats. Ma grande chance dans ces 37 études, c'est qu'en fait, il y a une grande homogénéité des résultats, et ils sont très cohérents, sur ce que pourrait être une sorte de profil type de clients des territoires de montagne plutôt estivales, sur des pratiques estivales. Alors, je vous donne quelques éléments chiffrés. L'âge moyen des partants est de 46 ans. Et l'âge moyen des non-partants, puisque dans certaines études, les personnes qui ne partaient pas à la montagne étaient aussi incluses, pour comprendre notamment pourquoi elles ne partaient pas à la montagne. Et donc, eux, ils ont plutôt 48 ans. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les partants, on a un peu plus de 18-40 ans. En fait, les 18-40 ans, c'est ceux qui sont le plus représentés dans ceux qui viennent en montagne. Et les plus de 60 ans, c'est ceux qui partent le moins en montagne estivale. On a une majorité de femmes, alors elle est légère cette majorité, on est à 53% de femmes et évidemment 47% d'hommes, avec un ratio qui est identique chez les partants comme chez les non-partants. Et on a chez les partants principalement des personnes qui sont issues de foyers de 2 personnes, traduction des couples, majoritairement, sans enfants. La montagne estivale est en fait, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, elle est majoritairement fréquentée par des gens qui n'ont pas d'enfants. Et quand il y en a, eh bien, ce sont des familles avec 2 enfants à 38% et 3 enfants à 16%. Sachant que la durée moyenne des séjours est autour de 7,3 nuits pour la clientèle francophone. Alors, pendant l'été 2020, il y a eu, au moment de la sortie du confinement, premier confinement, suite au Covid, on a eu des afflux de nouvelles clientèles en montagne. Et donc ça, c'est très intéressant parce que les études que j'ai trouvées pour la suite, donc entre 2020 et cet été, montrent des changements de comportement énormes. Et on a notamment 86% des primo-visiteurs en montagne l'été, ou sur des pratiques estivales, qui sont venus avec des motivations qui étaient hyper liées à la crise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif,
même si je pense que c'est une réalité quand même, la montagne, c'est perçu comme les types d'espaces qui répondent légitimement et naturellement aux attentes des clientèles. C'est-à-dire des espaces, des lieux où il y a beaucoup d'espace, où on n'est pas collés serrés les uns sur les autres, la serviette à angle droit par rapport à celui du voisin. Et c'est aussi synonyme d'air pur, de fréquentation mieux répartie sur les espaces et surtout d'activités qui peuvent être pratiquées de manière douce, moi j'appelle la vitalité douce en montagne, tout ça en milieu naturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 98% des primo-visiteurs post-Covid qui se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de leur séjour. Donc potentiellement, la possibilité de les fidéliser est évidemment très importante. Alors, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les motivations de ces clientèles, de nos destinations de montagne, et donc ce qu'elles nous disent. Donc j'ai quelques pourcentages pour vous. Ce qu'elles nous disent, c'est que pratiquer des activités en plein air, c'est la motivation principale à 44%, éviter les lieux trop fréquentés, 43%, et l'envie de se ressourcer au contact de la nature et être au grand air, 40%. Donc on voit que c'est toujours les mêmes poncifs sur la montagne. Par contre, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est la notion de... envie de déstresser, de déconnecter, de se remettre en forme après le confinement. Ça m'a surprise parce que, en fait, avant le Covid, la montagne estivale était perçue comme un lieu très technique, très difficile, où il fallait produire des efforts intenses, alors que tout d'un coup, on a basculé dans une ère où la montagne devient un lieu où on peut avoir des pratiques cool, de bien-être, où l'eau a une part importante aussi. Donc je vous fais pas tout le diagramme parce qu'il est important, mais voilà, ça donne quelques indications sur qui sont les gens qui viennent en montagne actuellement. Merci Armelle. Stéphane, concernant le trail à La Réunion, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment s'est développé le trail sur l'île de La Réunion? Oui, bonjour à tous. Alors, le trail, déjà, j'aimerais revenir sur quelques données sur cette discipline. Le trail fait partie du running. Le running, c'est finalement la course à pied, pour être très simple. Et si aujourd'hui, c'est un phénomène de masse, c'est un phénomène relativement récent. Grosso modo, le running, entre guillemets, de masse est apparu avec les événements de mai 68, et une forme de liberté, et s'est développé en contre-identité, si j'ose dire, à la pratique de l'athlétisme sur piste. Et pour vous donner un ordre d'idée, je trouve toujours ça intéressant, le marathon de Paris en 1976, il était au Bois de Boulogne, et vous aviez 300 ou 400 arrivants sur le marathon de Paris. Cette année, il y avait 50 000 participants et un peu plus de 45 000 arrivants sur Paris. Donc on a eu une émergence de cette discipline, le running, avec une petite identité particulière pour les territoires de montagne, qui était le trail. Alors, la rando active, le trek, le trail, c'est vrai que pour parler du Grand Raid, vous avez quelques personnes qui courent, mais il y en a beaucoup qui marchent. Mais bon, on met tout ça sur le vocable du trail. Donc à La Réunion, cette discipline, alors qu'on appelait la course de montagne, est apparue à la fin des années 80. Fin des années 80, début des années 90, finalement autour de deux axes. Le premier axe, c'est ce qui est devenu très populaire en termes médiatiques, ce sont les ultras, c'est-à-dire les ultras, les très très grandes distances. Alors avec la Diagonale des Fous, elle a été créée à La Réunion en 1989, pas sous sa forme associative comme on la connaît aujourd'hui, mais c'était Didier Loméoté, un pharmacien, qui avait créé une course qui s'appelait la Grande Traversée. Qui avait lancé ça, et ça a été repris en 92 par l'association avec Michel Noël et ensuite Robert Chicot, que tout le monde connaît. Ça a été le premier axe. Le deuxième axe, c'était le développement de courses beaucoup plus courtes. Alors, certaines existent encore, je pense à la Transdimitile à l'Entre-deux, le Cross du Grand Bénard, par exemple, qui se sont fédérés finalement autour d'un challenge à l'époque, dans les années 92-93, qui s'appelle Challenge des notaires. Alors moi, je suis arrivé à La Réunion en 1992, donc j'ai particulièrement bien connu cette époque. J'arrivais de la Fédération française d'athlétisme, et c'est vrai que c'était assez étonnant parce que, grosso modo, au début des années 90, personne ne pratiquait le trail en métropole. Enfin, il n'y avait quasiment pas de course, même dans le massif du Mont-Blanc ou dans les Pyrénées, qui sont des zones aujourd'hui extrêmement dynamiques, alors que La Réunion était précurseur finalement sur cette discipline. Alors pourquoi elle était précurseur? C'était relativement simple. Il y avait, je pense, 3 ingrédients qu'on retrouve d'ailleurs dans les interventions des différentes personnes sur ce forum. La première, c'était le territoire.
territoire. C'est vrai que je pense qu'on peut faire de la com, on peut faire du marketing, mais en matière de tourisme et de tourisme sportif, le principal, c'est le territoire qui va permettre de développer les activités. On a un territoire qui est exceptionnel, alors tout le monde a tendance à dire tout le monde pense avoir un territoire exceptionnel, mais c'est vrai que la Réunion, avec ses cirques, ses hauts, son volcan, on arrive à avoir une pratique de l'ultra et même du trail exceptionnelle parce qu'on a des terrains différents, on a beaucoup de dénivelé, on a une pratique possible toute l'année, ce qui est extrêmement rare. Voilà, on a un ensemble d'ingrédients qui font qu'on est une destination unique. Le deuxième critère, on en avait parlé avec Armelle avant-hier, c'est l'accueil aussi. C'est vrai que la plupart de nos courses, et surtout la diagonale, s'est développée de manière exponentielle parce qu'il y avait un accueil tout particulier de la part de la population réunionnaise. Robert Chicot avait cette formule assez juste. Il disait tout le temps, c'est finalement notre Tour de France. C'est-à-dire qu'à la différence d'ultra-trail ou trail métropolitain, vous avez beaucoup de familles réunionnaises qui vont sur les sentiers au moment de la course et encouragent les coureurs alors qu'ils n'ont aucune connaissance sur la course. Mais il y a un phénomène populaire qui est unique, qui participe de l'accueil en fait, de la destination, ce qu'expliquait Tranche Papaye de Destination Sud, et qui a aussi donné une couleur particulière au développement de notre activité. C'est mon téléphone, je crois. C'est le business reprend. Mais... Je confirme pour l'accompagnement. Moi, je l'ai fait sur. Alors, j'ai pas couru, mais j'accompagnais. Et je crois que j'étais plus crevée que ceux qui couraient à la fin des 2 ou 3 jours de trail. Et alors, désolé, hein, je finis. Il y avait quelque chose d'autre qui était fondamental. C'est qu'à l'époque, dans les années 90, vous aviez une institution qui s'appelait la Maison de la Montagne. Et il y a Axel O'Haraud qui était à la direction. Fernand Payette, qui était un petit peu le coordonnateur d'une partie de ces activités de pleine montagne, de pleine nature, pardon. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette structure en fait faisait le lien entre les organisateurs, la population, les calendriers, la ligue, les institutions, et était vraiment moteur en fait dans la structuration de la discipline. Donc, on avait 3 ingrédients qui faisaient qu'elle s'est développée fortement dans les années 90, c'est-à-dire qu'à une époque où personne ne faisait rien ailleurs, il faut quand même se souvenir que l'UTMB, qui aujourd'hui est le sommet du trail mondial, a été créé il y a 20 ans, c'est-à-dire en 2003. Donc voilà, on était précurseurs. Alors on reviendra peut-être après sur ce que c'est devenu. Mais en tout cas, on avait des ingrédients. On a des ingrédients dans cette thématique-là qui font qu'on devrait, ou on devrait être effectivement un phare international. Merci Stéphane. Geoffrey Leduc, donc des aventuriers de l'Est, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu conçois ton activité? Quel est ton positionnement justement sur ce sujet? Justement, comme l'a dit Stéphane, l'île de la Réunion, c'est vu comme une destination montagne intense. Elle fait beaucoup rêver, mais on n'a pas tous les capacités de Stéphane ou des gens qui sont sur ces courses. Nous, on reçoit beaucoup de familles. Là, je vous ai montré, du coup, nous, à la base, on fait des visites patrimoine. Okay, on n'est pas sur le côté sportif du tout. Mais même une visite patrimoine, quand on voit débarquer des enfants de 2 ans, 3 ans, quand on voit débarquer tout un groupe familial, votre visite guidée, qui était censée être une visite culturelle, elle est totalement transformée. Et donc, ça, c'est un des autres points sur la destination Réunion. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. C'est comment on adapte, comment on prépare le rêve de destination montagne à la réalité de personnes qui peuvent pas forcément beaucoup marcher, qui n'ont pas forcément la possibilité de beaucoup marcher parce qu'ils ont des enfants. Comment on l'adapte? Et oui, là vous voyez tout le barda, et clairement ça c'est une situation réelle que j'ai régulièrement en visite. Et oui, il faut qu'on lui donne le sein. Oui, donc on va s'arrêter un moment, on va prendre un moment, on va faire un biberon, on va changer une couche. Oui. Et si on est sur de la visite réfléchie pour des adultes, comme on a toujours tendance de le faire, et des adultes qui marchent debout sur leurs 2 jambes, ça c'est encore un autre problème, du coup, ça vous met tout ce que vous avez prévu par terre. Voilà, donc il faut s'adapter. Et notre autre problématique, c'est qu'on est une destination île intense, on attire des familles, mais au final, où sont les prestations familiales? Où est-ce qu'elles sont repérées? Je sais que quelques offices de tourisme, et franchement je leur dis bravo, ont fait des petits catalogues spécial marmaille, mais ça a été des initiatives ponctuelles. Il n'y a pas d'entrée, je fais peut-être une erreur, excusez-moi, je ne connais pas tout, mais je ne vois pas d'entrée famille où on va avoir des prestataires qui ont vraiment compris que ce n'est pas du tout le même accueil et qui sont capables d'adapter leur accueil. Donc voilà pour les grandes lignes.
Merci Geoffrey. Alors, je voulais qu'on fasse intervenir Jean-Michel Louis de Côté Est, l'Office de tourisme Côté Est Réunion, sur sa première vidéo, qui va nous parler du projet de la maison de la randonnée à Helbourg. On fait passer uniquement cette première vidéo pour l'instant. Le projet de maison de la randonnée trouve son origine dans le SADI, c'est-à-dire le schéma d'accueil et de diffusion de l'information touristique. Ce SADI, nous l'avons élaboré avec nos partenaires que sont les prestataires touristiques, l'intercommunalité, les communes de l'Est et bien entendu avec les équipes de l'Office de tourisme. Nous sommes partis d'un constat. Tout d'abord, le constat qu'il y avait dans ce lieu à Helbourg la possibilité de transformer un lieu qui était perçu comme un lieu d'accueil, d'information, en autre chose. Mais pour en faire quoi exactement? Alors, pour revenir au constat, c'est d'abord 2/3 des visiteurs qui ont des demandes qui portent sur la randonnée. Ensuite, dans ce lieu, nous avons la possibilité de regrouper des services à destination de ces randonneurs et de ces visiteurs d'une façon plus générale. Enfin, parce que ce bureau d'accueil et d'information touristique d'Helbourg, c'est aussi la base d'accueil de la station trail de la Réunion qui est implantée à Salati. Concrètement, c'est quoi la maison de la randonnée et du trail? C'est un lieu d'accueil pour tous, d'information sur la randonnée et sur le territoire en général. C'est aussi un lieu de réservation qui facilitera l'acte d'achat des visiteurs. Ce qu'il sera, c'est aussi un lieu d'échange et de partage. Il n'est pas rare que les visiteurs, entre eux, randonneurs, se donnent des conseils, se prodiguent des conseils, et finalement font une sorte de blabla-patte. Transformons l'essai. On y trouvera aussi, dans ce lieu, et on y trouve déjà, au titre de la station trail, des vestiaires, des sanitaires, des douches qui sont utilisables, ces équipements sont utilisables donc par les visiteurs. Et bien entendu, on sera à leur écoute pour leur proposer d'autres services en fonction de leurs demandes et de leurs attentes. Ce que nous souhaitons, c'est un lieu attractif, convivial et partagé. Merci à Jean-Michel. Je vous invite aussi à aller voir bien sûr l'Office de tourisme de l'Est et puis de visiter la future maison de la randonnée sur Helbourg. Donc aujourd'hui, le voyageur recherche du sens, de l'émotion, de l'autonomie, de la vitalité. Mais comment faire? Comment on peut répondre à ces besoins ou ces nouveaux besoins des clientèles Armel? Comment faire évoluer les produits et les activités pour apporter réponse à ces besoins? Je voudrais juste rebondir sur l'intervention qui a eu lieu précédemment. La terminologie, la sémantique, elle est hyper importante. Et on se rend compte quand on travaille avec des offices de tourisme en montagne ou sur des territoires de montagne que quand on est abordé par des visiteurs, quand on parle de randonnée, tout de suite le mot leur fait extrêmement peur. Si on leur parle de promenade ou de balade, pas de souci, ils vont y aller. Ce sera la même distance, ce sera le même trajet, les mêmes difficultés, éventuellement le même dénivelé positif ou négatif. Mais juste ce terme, actuellement, il fait peur. Et il n'y a pas très longtemps, je lisais une autre étude, puisque je travaille beaucoup dans les sports outdoor, où quand on parle de sport, les jeunes ont peur maintenant. Si on leur parle d'activité physique, ça marche, mais si on leur parle de sport, ils se mettent à avoir peur. Donc il y a un travail de dédramatisation à faire et il faut qu'on soit attentif aussi à la sémantique qu'on utilise. Alors, pour répondre à ta question, Sophie, actuellement, je vous le disais, les territoires de montagne peuvent être impressionnants. Alors, ils font rêver, comme tu l'as dit, mais en même temps, ils sont aussi impressionnants. Et finalement, pour moi, les territoires touristiques, ils comprendront que le besoin numéro 1 de leurs clients, c'est la simplification logistique, c'est les territoires qui gagneront la course. Pourquoi? Parce qu'en fait, les visiteurs, dans le reste de leur vie, c'est des sortes de super logisticiens. Ils sont tout le temps en train de régler des problèmes, professionnels certes, mais aussi dans leur vie personnelle, régler les problèmes avec le petit dernier ou la première. Il faut les emmener à l'école, il faut les emmener aux activités, il faut faire le taxi en permanence. Et leur vie, c'est vraiment de la logistique. Et on a même des parents qui, tous les dimanches, se font la réunion logistique de la semaine. Donc, quand votre vie quotidienne, c'est de faire la réunion, ou hebdomadaire, c'est de faire la réunion logistique en couple pour traiter la semaine qui vient, la dernière chose que vous avez envie de faire pendant vos vacances, c'est la réunion logistique des vacances. Et donc pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas très heureux, mais c'est quand même la réalité. C'est des packages. Dès qu'on a de la formule packagée avec transport, hébergement, restauration, activité, en fait, ça les soulage énormément.
Même si vous pouvez avoir évidemment une part de spontanéité, c'est-à-dire que c'est une sorte de liberté dans le cadre, mais à partir du moment où vous avez réglé ou accompagné le traitement de cette logistique pour eux pendant les vacances, eh bien vous leur avez enlevé un poids qui est énorme. Et depuis hier, j'entends le même message qui est il faut travailler ensemble et pas être une addition de services, transport, hébergement, restauration, activités, etc., les uns à la suite des autres, mais être sur une offre globale et donc travailler ensemble, eh bien c'est ça finalement qui fera que ça fonctionnera. Et donc pour faire très court, ce qu'on voit qui a un énorme succès sur les territoires de montagne, c'est les cartes multi-activités. Et c'est là, par exemple le territoire des Portes du Soleil, donc c'est 13 stations sur un territoire franco-suisse, eh bien elles ont réussi à créer une carte où, quand vous l'achetez, vous pouvez pratiquer toutes les activités. Ou alors certaines vont être sur des contingences, d'autres c'est avec des pratiques illimitées, mais l'intérêt c'est que le client il paye qu'une seule fois. Intellectuellement, c'est plus facile pour lui. Et en plus de ça, il n'a plus à réfléchir ensuite à est-ce que c'est compliqué à organiser. Il a juste à se présenter à l'activité. Et ensuite, pour terminer, il y a 7 types d'offres de services qui sont attendus par les clients des territoires de montagne. Donc, je vous les ai listés. La première, c'est un hébergement confortable et éventuellement atypique. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de ce matin qui disait que atypique, c'était pas la yourte qu'on peut trouver finalement partout ailleurs, mais atypique local. Ou atypique pays, on dit ici, je crois. Ouais, atypique pays. La deuxième offre attendue, c'est de la proximité d'un lieu de baignade. Il faut de l'eau en montagne. C'est ça que les gens ont besoin, c'est de pouvoir trouver de l'eau, que ce soit le matin ou le soir, mais il faut de l'eau. Et pas de l'eau à boire, mais de l'eau pour se baigner. Ensuite, c'est des formules all-inclusive, ça je vous l'ai dit, des circuits de balade et de randonnée, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin en intensité de pratique, des activités culturelles, et les balades physiques peuvent être aussi intellectuelles et culturelles, et amener encore plus de sens. C'est des tarifs attractifs, et le dernier point qui est attendu quand on interroge les clients, c'est des navettes pour circuler facilement. Une fois de plus, on y revient, la logistique. Merci Armelle. Alors juste par rapport aux vacances avec les enfants ou des groupes d'enfants, on aurait pu inviter Florence Foresti. Je crois qu'elle a un sketch à ce sujet qui est assez rigolo. Geoffrey, j'aimerais bien que tu nous expliques également les freins que tu peux rencontrer au développement de ces activités culturelles, familiales que tu proposes. Le premier frein, tout simplement, c'est d'être connu. C'est tout simplement ça, d'avoir été identifié comme étant un prestataire en capacité de. Parce que des guides qui font des balades culturelles, on a de la chance, on est de plus en plus nombreux, mais tout le monde n'a pas envie d'avoir une horde d'enfants qui saccage sa présentation du patrimoine de la rue de Paris. Bah oui, il y en a qui vont apprécier qu'on le découvre autrement. Donc c'est ça, en fait c'est comme les visites adaptées, pour faire un lien avec Camille qui nous écoute, c'est la même chose, c'est d'être repéré comme étant en capacité de le faire. Comment être repéré ? Nous on fonctionne énormément sur le bouche-à-oreille, au final. On a des partenaires offices de tourisme qui ont bien compris, on a des agences de voyage très malines qui ont compris qu'il y avait une différence, mais dans l'ensemble, nos partenaires en agences de voyage nous envoient du couple. On est très contents, c'est très bien, on sait faire. Quelques-unes ont repéré qu'on peut faire autre chose. Donc il y a la visibilité. Ça, c'est toujours le problème principal. Ensuite, oui, l'équipement. Notre ami Jean-Michel Louis de Côté Est parlait de douche à disposition, il parlait de toilettes, j'ai pas entendu le mot table à langer. Ben oui, tout bêtement. Et aujourd'hui, à la station Trail, on a de l'équipement, mais qui est prévu pour des coureurs. C'est top, c'est bien fait. Mais si jamais moi j'ai envie de me balader en sac à rando avec mon enfant, je vais devoir le changer comme je peux. Voilà pour les grandes lignes, et toujours le bouche-oreille, comme on le sait, c'est extrêmement puissant. Tu nous montreras tout à l'heure à la pause tous tes objets, je suis curieuse de voir tout ça. J'ai juste récupéré ce qu'il y avait autour de moi à la maison, donc c'est pas du fake. En quelques mots, Stéphane, sur l'impact sur l'économie touristique, mais surtout, est-ce qu'on pourra toujours organiser des trails à La Réunion, selon toi, dans 20 ans ?
Alors l'impact économique, il est connu. Hein. Grosso modo, la diagonale, c'est entre 15 et 20 millions d'impacts directs. Hein. Cette année, il y a 7700 inscrits. Plus de 2000 coureurs viendront de 23 pays avec, comme pour le reste du tourisme réunionnais, une grosse majorité de métropolitains. On a quand même 76 départements qui sont présents. C'est quand même une belle vitrine pour l'île. Alors, sur la question, sur l'impact économique, ça ne se résume pas non plus à la diagonale. Je pense que le développement du trail à La Réunion, ça a été aussi le début d'un écosystème qui s'est créé avec beaucoup de magasins, des shops de running forts, des accompagnateurs de moyenne montagne. Hein. Thierry Chambry, qui est le directeur de course de la diagonale, a gagné la diagonale en 2007. Donc, vous avez eu beaucoup de sportifs qui sont reconvertis dans le guidage. Donc, je pense que c'est aussi bien que des sportifs puissent vivre de leur passion après avoir couru. Donc, voilà, il y a un écosystème autour de la randonnée et du running au sens large qui s'est matérialisé, ça c'est bien. Alors après, la problématique du nombre, de la masse, c'est une vraie problématique en montagne, alors qui est moins pertinente sur les courses sur route, même si 50 000 personnes à Paris, ça commence aussi à tousser. Je pense sincèrement qu'avec l'évolution des attentes des collectivités, des institutions, des très très gros regroupements de ce type-là peineront à perdurer. Il y avait eu une étude sur l'impact carbone du Grand Raid il y a une dizaine d'années qui avait été faite par une universitaire allemande, alors qui finalement avait conclu sur une empreinte correcte de l'événement en lui-même. Après, quand vous faites venir 2000 personnes par avion, c'est sûr que ça nous pénalisait. Mais bon, c'est la problématique générale du développement d'une île. Hein. C'est compliqué de développer sur un axe touristique une île sans que les gens viennent en avion. Donc voilà. Mais on aura certainement un raisonnement un petit peu différent. Je pense qu'on va plutôt aller sur des trails ou vers des treks même, parce qu'effectivement, la tendance aujourd'hui, finalement, des nouveaux consommateurs de montagne, c'est peut-être moins de compétition, mais plus de bien-être. Hein. Il y a eu une étude en 2023 sur la consommation du running, où d'ailleurs, on a constaté qu'il y avait une augmentation forte. Il y a eu 2 millions de plus de personnes qui ont validé le fait de pratiquer le running en France, majoritairement féminin, 53% sur la dernière étude, et avec comme axe principal le bien-être et la santé. C'est vrai qu'on a une vraie révolution dans les attentes des personnes qui pratiquent ces disciplines. Et donc, je pense que ça impactera aussi les formats que l'on proposera. On discutait avant-hier des formats trek. Les formats trek se développent, hein, parce que autant l'ultra fait rêver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, un certain nombre de participants aussi ont couru la diagonale. On a tous ce rêve d'un jour de faire ça, parce que c'est XXL. C'est XXL, c'est un paysage waouh, c'est formidable. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a quand même, on le voit nous, hein, dans les participants, le résultat de la recherche de la perf est finalement de moins en moins présente au détriment ou en remplacement à une volonté de participer à l'événement et d'arriver finalement. Pour boire une bière à la Redoute, ça devient c'est mythique. Voilà. Après, je pense que sur la réflexion, on a toujours une carte à jouer sur la Réunion. En faisant, je parlais avec Axel tout à l'heure, c'est vrai que ce qui me navre quand même, c'est que je pense qu'on avait la possibilité d'être la destination trail, et finalement, on n'est qu'une destination trail, parce qu'on a certainement loupé un certain nombre de virages, on a détruit, le terme est peut-être un petit peu excessif, mais on a supprimé la Maison de la Montagne, qui était vraiment l'instrument qui nous permettait de se coordonner, de créer du lien entre les organisateurs, les participants, etc. Et on est moins présent aussi en communication et en marketing. Alors, on peut malheureusement être triste de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des destinations avec des montagnes parfois qui ne dépassent pas 600 mètres et qui s'affichent comme des destinations trail. Alors, et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Je pense qu'à moyen terme, la promesse ne sera pas tenue, pour reprendre. Mais en attendant, il y a une vraie concurrence sur ce secteur-là. Et je pense qu'on n'a pas appréhendé ou compris la richesse du territoire qu'on avait, parce que c'est sûrement là où on a, sur le trail, le trek, la randonnée, même si j'ai entendu les promenades, les balades, c'est vrai que c'est une vraie problématique, mais je pense que sur ce secteur-là, qui est une petite cible, une niche, on a quand même des atouts qui sont formidables et on ne les utilise pas. Merci Stéphane. Geoffrey, tu voulais rajouter un petit mot ? Une phrase très importante que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure. Qui sont nos visiteurs en termes de famille ? Les locaux. Ouais. Les locaux, et ce que j'appelle aussi les néo-locaux.
qui vont rester sur l'île 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui vont aussi parler de la destination Réunion si jamais ils rentrent en métropole, ou qui vont faire venir de la famille et des amis, etc. etc. On a parlé du tourisme local avec le juste un dernier lien entre les courses de montagne et les activités familiales. Pendant que les parents courent, souvent on a le reste de la famille qui est avec nous. Ouais. Mais oui. Merci Geoffrey. Pour conclure ce tour de table, Armelle, donc question générale, comment on peut soutenir la mise en tourisme, selon vous, de la Réunion en tant que destination montagne? Comment ça peut être? Qu'est-ce qu'on peut proposer en 2 minutes chrono? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la montagne, elle est souvent perçue comme un lieu attractif, désirable, mais impressionnant, et aussi avec un risque d'ennui. Parce que chez les plus jeunes, l'idée de passer 8 heures à marcher, c'est pas le truc qui les excite le plus, quoi. Dit trivialement. Et donc, pas que les jeunes aussi, c'est vrai. Ouais. Donc l'idée, en fait, c'est de renverser cette perception et de montrer qu'il peut se passer plein de choses en montagne et pas que marcher pendant 8 heures sous le soleil. On peut pratiquer plein d'activités douces, plein d'activités simples, parce que là encore, dans les projections que les clients font sur les territoires de montagne, c'est compliqué, parce qu'on entend tout le temps ces termes-là, mais c'est compliqué. Et en fait, non, on peut faire des tas de choses de manière très simple, sans avoir un équipement dispendieux et là aussi complexe à appréhender. On peut faire de la montagne sans baudrier et sans avoir des choses très, très techniques autour de soi. Et souvent, en fait, ce frein de la complexité et de l'ennui, il est soulevé par les enfants et notamment par les adolescents. Or, ceux qui sont les plus gros influenceurs dans la décision du choix d'une destination, en numéro 1, c'est les femmes, et en numéro 2, c'est leurs enfants. Sauf que souvent, les femmes, elles écoutent leurs enfants parce qu'elles ont aussi envie d'être en vacances pendant leurs vacances. Et donc, et oui. Et donc, du coup, le travail, en fait, qu'on doit faire collectivement, c'est un travail sur l'imaginaire autour de la montagne. Et moi, ce que je vois souvent, c'est des vidéos qui vont présenter des très très belles images. Ce matin, j'entendais l'expression dans la bouche de Clovis, paysage UNESCO. J'ai trouvé génial. Sauf que ce qui fait rêver les ados, c'est pas forcément, et les plus jeunes, c'est pas forcément des paysages UNESCO. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une publication, un article sur ce sujet, avec un bon exemple, qui est celui de l'Office de tourisme de l'État de l'Oregon aux États-Unis. Donc eux, ils ont grosso modo de la forêt, des rivières et des montagnes. Ils n'ont pas grand-chose d'autre, y compris culturellement, ça vole pas très haut. Et donc eux, ils se sont dit, ok, comment on peut parler aux plus jeunes de la montagne? Et ils ont arrêté de faire des films publicitaires avec des super plans au drone, etc. Et ils se sont mis à faire des publicitaires en dessin animé, en mode un peu manga. Et alors, pour vous donner un exemple, sur l'un de ceux qu'ils ont publié, mis en ligne, il a été quand même vu 1,15 million de fois en 4 jours, à peine. C'est un film qui dure 2 minutes 15 et qui présente vraiment ce qu'est et ce que sont les activités en montagne dans l'Oregon. Donc si ça vous intéresse, je vous passerai le lien YouTube. Ils en ont fait 4 ou 5 comme ça et ça a été un énorme carton en termes de conversion. Ils ont eu énormément de nouveaux clients avec beaucoup de jeunes dans les mois qui ont suivi la diffusion de ce film. Donc la manière de communiquer, y compris les canaux de communication qu'on va utiliser, sont une façon de répondre à cette question. Et puis je dirais que, comme tu l'as dit, finalement, la clé d'entrée, c'est-à-dire que la clé d'entrée, ça peut être l'activité, mais ça peut être aussi l'hébergement, parce que la clé d'entrée, c'est pas toujours île de la Réunion, mais ça peut être tout simplement l'hébergement où les gens recherchent des fois des choses tout à fait surprenantes en la matière. Donc voilà, c'est une façon de retravailler la manière de se mettre en marché. Merci Armelle.